Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 85 Chrono. On se retrouve tous les lundis soirs pour une émission en deux parties de 18h45 à 19h25. Et donc dans cette première partie, nous allons faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé sur les différents terrains de sport ce week-end. Et on va commencer avec de la voile, puisque c'était ce dimanche le grand départ de la Golden Globe Race au Sables d'Olonne. 16 skippers qui se sont élancés pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans équipement moderne de navigation et de communication. Une épreuve qui avait été relancée en 2018, l'idée étant de retrouver les mêmes conditions que lors de la première édition en 1968. Et pour rappel, il y a 4 ans, seuls 5 skippers sur les 18 partants avaient rallié la ligne d'arrivée. C'est le Sablais Jean-Luc Vandened qui s'était imposé. Un départ suivi ce dimanche par de nombreux spectateurs le long du chenal Sablais. Départ donné en mer à 16h. Et parmi les 16 participants, une seule femme, la Sud-Africaine Kirsten Neuschafer, et 10 nationalités représentées. 2 Français se sont lancés dans cette grande aventure qui devrait durer 6 à 7 mois. Il s'agit de Damien Guilloux et Arnaud Guay. Grégoire de Châtillon a recueilli leurs impressions juste avant le départ, ainsi que celles de Jean-Luc Vandened, qui bien sûr ne pouvait pas manquer ce départ. On les écoute. Là, je suis ému parce que c'est vraiment le tout début et puis c'est l'aboutissement de 3 ans. Et puis il y a plein de monde, il y a ma famille, il y a tout ça. Donc ça va être un bon moment et puis ça va être encore un meilleur moment en mer, je pense. J'ai la chance d'être arrivé au Sables d'Olonne avec un bateau déjà préparé et de ne pas avoir eu besoin de bricoler au dernier moment, de faire des choses un peu d'imprévues qui sont jamais bonnes et qui sont stressantes et qui sont fatigantes. Donc j'ai passé 2 semaines plutôt calmes et détendues. Donc ça me permet d'être là dans un super bon état d'esprit et d'attendre le départ tranquillement, qui est en train de se rapprocher grandement et puis de profiter de ma famille qui est là sur les pontons avant de larguer les amarres. Damien, il n'a pas besoin de conseils, il est assez grand. Je lui ai posé quelques questions sur le bateau, mais il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Puis il a bien regardé ce qui s'était passé à la première édition. Et donc, c'est toujours pareil. À la deuxième édition, on a tiré des leçons des premières fois. Et donc, le bateau, il a la première des qualités que demande un bateau pour le Golden Globe, c'est qu'il est bien prêt. Et la préparation, c'est un élément important. C'est peut-être l'élément le plus important. Et la flotte se trouve actuellement dans le golfe de Gascogne. Et c'est justement Damien Guilloux, le skipper PRV, qui est pour l'instant en tête. Quelques images de MMA maintenant avec le premier événement UFC organisé en France. C'était à Paris samedi à l'Accor Arena et on retrouvait le Lyonnais Cyril Gane dans la catégorie poids lourd. Avec son short bleu, Cyril Gane a dominé l'Australien Tai Tuivasa au 3e round. C'est la 11e victoire du Français en arts martiaux mixtes. Il vise désormais la ceinture mondiale et compte bien prendre sa revanche face au Camerounais Francis Ngannou qui l'avait battu en janvier dernier. Allez, on passe au handball maintenant avec le championnat de National 1 masculine qui a repris ce week-end. Et Pouzauges qui recevait l'équipe réserve du HBC Nantes samedi soir à la Salle de l'Étoile. Premier match officiel avec le PVHB pour le nouvel entraîneur Steve Berger. Les Pouzaugais en noir sont dominés en début de partie. Ils sont menés 5-1 après 6 minutes de jeu. Les Vendéens redressent la barre et reviennent à une longueur des Nantais, 6-5 à la 11e minute. Jusqu'à la mi-temps, les deux équipes restent au coude à coude. Pouzauges parvient même à reprendre l'avantage pendant quelques minutes, 14-13 pour le PVHB à la 25e minute. Mais à la pause, ce sont les visiteurs qui mènent avec un but d'avance, 17-16 pour le HBC Nantes. Les 5 premières minutes de la deuxième période sont encore très équilibrées, mais le H va ensuite de nouveau creuser l'écart. Plus 2 à la 35e minute, 20-18, puis plus 4 à la 41e, 24-20. L'écart maximal est de 5 buts à la 17 minutes de la fin, 26-21 pour Nantes. Pouzauges réussit tout de même à maintenir le suspense dans les 10 dernières minutes en revenant à 2 longueurs des Nantais, mais des Nantais qui ne se laissent pas rattraper et qui s'imposent finalement sur le score de 32-30. On va écouter les réactions des 2 entraîneurs à la fin du match au micro de Thibaut Grasset. C'est l'entame des 2 mi-temps où on ne fait pas des bonnes entames de mi-temps. Donc on se retrouve à chaque fois à courir derrière le score. Et on est une fois dans le match devant, sinon on est tout le temps derrière. Donc la victoire de Nantes, elle est complètement méritée, il n'y a rien à dire. Mais bon, elle est frustrante parce que je pense qu'on n'est pas très très loin. Malheureusement, on n'a jamais su faire basculer le match de notre côté. On prend 32 buts ce soir et prendre 32 buts à la maison, c'est trop. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à faire basculer le match de notre côté. Maintenant, c'est sûr, c'est la première journée. J'aurais aimé un autre entame, mais bon, dans cette première journée,
il n'y aura rien de gagné, rien de perdu. Il en reste 25 et la saison va être encore très très longue. Maintenant, c'est sûr que, honnêtement, j'espérais une meilleure entame de saison. On savait, c'est des temps forts, des temps faibles. Pouzo, j'attends un petit peu le départ, mais très vite le match s'équilibre et ça a été un petit peu un match à +1, -1, jusqu'à, je trouve, la 45e. On a réussi un petit peu à faire le trou. Le match s'est un petit peu emballé, il y a eu des sanctions un petit peu des deux côtés. On a réussi à faire le trou à ce moment-là. Je suis juste déçu qu'on manque totalement de maturité sur la gestion du dernier quart d'heure. C'est un petit peu l'adage pour une équipe de jeunes. Je pense que l'apprentissage passe aussi par là. Donc je pense qu'on doit maîtriser plus ce dernier quart d'heure et pas se faire peur à la fin et arriver sur une fin de match compliquée, quoi. Et on reviendra sur ce match entre Pouzo et Nantes dans la deuxième partie de 85 chrono avec l'entraîneur Steve Berger. Eh bien, le classement de ce championnat national 1 dans la poule 2, il est simple. Les 5 équipes qui se sont imposées sont en tête. 2 matchs nuls lors de cette première journée. Dimanche prochain, Pouzo se déplacera à Rezé. Rezé qui s'est imposé avec 10 buts d'avance samedi à Hennebont-Lochrist. On ouvre la page football maintenant avec le championnat de National 2. C'était la 3e journée ce week-end et l'équipe des Herbiers qui a débuté la saison par une victoire à domicile et un match nul à l'extérieur recevait Bergerac vendredi soir au stade Massabielle. Première situation dangereuse pour le VHF en rouge avec la recrue Jérémy Billy qui a fait son retour au club. On retrouve l'ancien joueur de La Roche VF à la 11e minute. Il est à la réception d'un centre de Joris Ndiaye. Sa reprise de la tête fait mouche et ça fait 1-0 pour les Herbretais qui débutent parfaitement la rencontre. 23e minute offensive de Bergerac conclue par une reprise de Mlab sans grand danger pour le gardien Rémi Pilot. Nouvelle occasion pour les Herbiers avec Matondo qui ne cadre pas. On passe à la 29e minute avec le Bergeracois Escarpi qui est à la réception d'un centre et qui trouve le chemin des filets, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. 1-0 pour les Herbiers à la pause. La seconde mi-temps est marquée par 2 expulsions, une de chaque côté. Ducrot côté Bergerac à la 62e minute, puis Le Sage aux Herbiers à la 67e minute. Les deux équipes se retrouvent donc à 10 contre 10 et à la 75e minute, Bergerac parvient à égaliser. Le centre de Mlab trouve Tressens, entrée en cours de jeu, un but partout. Bergerac qui se procure une dernière occasion en fin de match, mais le score ne bougera plus. Deuxième match nul consécutif pour le VHF. Les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Un petit peu déçu parce que je crois qu'on fait une très bonne première mi-temps. On avait décidé de mettre un gros pressing d'harceler l'adversaire et on s'est créé des occasions, des situations. On a mené 1-0. On a plutôt bien géré ensuite cette mi-temps. Après en deuxième mi-temps, malheureusement après l'expulsion de Bergerac où on avait tout pour nous. 11 contre 10, on s'est laissé un petit peu aller, on s'est emporté dans les duels et nous aussi on a été victimes d'un carton rouge et ça a été un petit peu plus dur en deuxième mi-temps, mais comme j'ai dit aux joueurs, je les ai félicités parce qu'ils n'ont rien lâché, ils ont tout donné. Ça n'a pas toujours été très beau en deuxième mi-temps, mais des deux côtés, mais on a vu 2 équipes qui avaient envie d'aller chercher la victoire, mais malheureusement pour nous en tout cas on n'a pas été capable de le faire. Un match compliqué dans l'entame, surtout dans l'entame et sur la première mi-temps où on a manqué de mobilité, de dynamisme, on n'a pas été cohérent dans la hauteur du bloc. On était un petit peu coupé en deux, on n'a pas du tout été cohérent sur le plan tactique et sur le plan de vue individuel aussi on a manqué de dynamisme je trouve, donc on n'a peut-être pas bien préparé le déplacement dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus encourageante parce que je pense que même à 10 contre 10, on est en capacité peut-être de se procurer des occasions qui nous auraient permis de ramener plus, mais honnêtement sur l'ensemble du match ça n'aurait pas été mérité de ramener plus. On retient qu'on finit bien, mais les Herbiers démarrent très très bien son match. C'était un match pas très très joli, mais on se déplace aux Herbiers, on prend un point, on va retenir ça. Et le VHF qui est 7e au classement avec 5 points au compteur. 5 équipes dont les Herbiers sont toujours invaincus dans ce groupe de National 2, ce groupe D. Les Herbretais qui joueront de nouveau à domicile samedi prochain. Ils affronteront le Stade Bordelais 11e. Toujours en football, mais en National 3, c'était la 2e journée et La Roche VF affrontait Saint-Philbert de Grandlieu samedi après-midi au stade Henri Desgranges. La Roche Vendée Football, désormais entraîné par Frédéric Reculot, et La Roche VF qui avait débuté la saison par une victoire 2-1 lors du derby face à La Roche ESO. Début de match dominé par les Lyonnais, mais qui manque de réussite face au but. Il frappe la barre transversale à 2 reprises, avec Buaillon tout d'abord sur cette frappe lointaine. Puis sur corner ensuite avec une tête de Bello.
Un peu plus tard, Charlie Charrier de la tête également va réussir à lober le gardien de Saint-Philbert, mais le but n'est pas accordé car Charlie Charrier était en position de hors-jeu. Et c'est juste avant la pause que les Lyonnais débloquent la situation. Le centre de Charlie Charrier trouve la tête de Ndiaye, 1-0 pour la Roche VF. 1-0, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Peu de temps après la reprise, on va retrouver le duo Charrier-Ndiaye en passeur et buteur. La frappe lointaine de Ndiaye termine au fond des filets et ça fait 2-0. On va passer à la 66e minute avec une offensive de Saint-Philbert. Saint-Philbert qui obtient un coup franc aux abords de la surface de réparation. Un coup franc parfaitement frappé par Youssef Omar Ima qui réduit l'écart. 2-1. On en restera là. Deuxième succès en 2 matchs pour la Roche VF. Les réactions des coachs au micro de Daniel Lelanne. Je pense que le match il peut être plié au bout de 20 minutes. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait dans l'entame et dans la capacité à pouvoir faire mal à l'adversaire. Donc on a des grosses occasions sur les 20 premières minutes qu'on ne concrétise pas. Je pense que le match aurait eu toute autre tournure que celle qui a été la réalité sur cette fin de match. Donc, mais bon voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Donc on a été improductif sur cette première mi-temps. Donc ce qui a fait que voilà, on leur a donné la possibilité de reprendre confiance et surtout de recroire en leur capacité à exister sur ce match. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un tout autre match, mais bon, ça reste un match satisfaisant parce qu'on a fait ce qu'il fallait malgré tout. Forcément déçu puisqu'on a su passer l'orage sur les 25 premières minutes où on tient le 0-0, on va dire de façon un petit peu miraculeuse. Voilà, 2 barres, quelques situations dangereuses, qui coïncident avec un plan de jeu qui n'a pas du tout été respecté de notre part. Après, bon voilà, on prend les buts dans les plus mauvais moments, juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu, puis de la première mi-temps, et puis à la reprise de la deuxième mi-temps qui vient ce deuxième but qui vient anéantir tous les propos tenus à la mi-temps. On voulait donner notre va-tout, les bousculer, chercher à revenir au score. Et ce 1-0, ce 2-0 nous plombe un petit peu. Et la Roche VF partage la tête du classement avec Sablé. Seule autre équipe avec 2 victoires. Sablé qui a d'ailleurs battu La Roche ESO 1-0. La Roche ESO 12e au classement. Large victoire de Fontenay sur le terrain du Mans 3-0. Les Fontenaisiens sont 5e. Victoire également du Poiré-sur-Vie face à Changé 1-0. Les Genoux sont 9e. Pouzauges s'est incliné à Laval 3-0 et occupe la 10e place. Et enfin Chaland s'est incliné également à Beaucouzé sur le score de 2-1. Les Chalandais sont 11e. La prochaine journée, ce sera le 17 septembre. Puisque le week-end prochain, les équipes de National 3 feront leur entrée en Coupe de France à l'occasion du 3e tour. Quelques images de triathlon maintenant avec le triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui avait lieu ce dimanche avec plusieurs épreuves au programme. Et la plus longue, c'était un triathlon M, c'est-à-dire 1500 mètres de natation, 38 km de vélo et 10 km de course à pied. À la sortie de l'eau, c'est le Sablais, Maxime Gourmaud, qui est en tête et il le restera jusqu'au bout. Il va terminer ce triathlon en 1h58 minutes et 37 secondes. Il devance de plus d'une minute Anthony Avril de Gonfreville. Derrière, c'est le local de l'étape, Eliane Gabory du pays de Saint-Gilles, qui prend la 3e place en 2h, 2 minutes et 2 secondes, soit 47 secondes de mieux que Mathias Gourg de Cormaris, qui termine donc au pied du podium. Chez les femmes, victoire de Marine Échevin de Saint-Avertin. Elle signe un 3e succès à Saint-Gilles en 2h, 27 minutes et 20 secondes. La Sablaise, Sarah Thibault, termine 2e avec 1 minute 38 secondes de retard sur la vainqueur de ce dimanche. On va écouter les réactions des 2 vainqueurs, Maxime Gourmaud et Marine Échevin, au micro de Thibaut Grasset. Vu que j'habite au sable, j'ai l'habitude de nager en mer, donc pour moi, plus il y a de vagues, plus c'est à mon avantage. Donc je suis sorti avec un petit peu d'avance quand même. Ça m'a permis de gérer ma course. Après, j'ai vu que j'ai pas l'habitude, je fais plus du VTT d'habitude, donc les formats un peu plus linéaires en route comme ça, à gérer l'effort, c'est plus compliqué. Et je savais qu'il y avait des gros rouleurs derrière comme Mathias Gourg et Anthony Avril. Donc l'avantage du parcours, c'est qu'il y a des demi-tours, donc on voit où on en est quand on les croise, si on a perdu du temps ou si on en a gagné. Et j'ai su gérer ma course comme ça, autant en course à pied qu'en vélo, mais la partie vélo était vraiment dure avec beaucoup de relance. Et la partie course à pied, je voyais que je perdais pas trop de terrain, donc j'ai presque savouré la partie course à pied. Ouais. Ça fait 2 ans que je gagne et je voulais vraiment, j'avais à cœur de tenir le jamais 203, donc c'est fait. Je sais que Sarah avait un bon niveau, elle vient de faire un Ironman avec un chrono canon, donc je savais que c'était dur parce qu'elle était en forme, et quand j'ai vu les vagues dans l'eau, je me suis dit bon, c'est un atout pour moi, vu que je suis meilleure nageuse qu'elle, donc c'est vrai qu'avec les vagues, ça a été très difficile dans l'eau. Je sors avec quasiment 2000 mètres, donc avec le courant, on s'est pas mal déporté.
Puis je me suis dit, bon allez, en vélo, il faut que j'accroche parce que je sais qu'elle appuie fort sur les pédales. Donc je me suis dit, fais-le à ton rythme sans te cramer parce qu'il y a quand même 10 bornes à enchaîner derrière. Je pose avec 2,30 et 2,30, je savais que même en le gérant le 10 bornes, normalement c'était bon. Et voilà, je gagnais avec 2 minutes d'avance. Donc là, c'est au-dessus de mes espérances et je suis vraiment contente de m'imposer ici. Et un dernier mot de triathlon avec l'avant-dernière étape du Grand Prix de D1, le championnat de France par équipe. C'était à Quiberon samedi. Poissy s'impose devant Saint-Jean-de-Mont et les Sables d'Olonne. Les Sablés qui sont d'ailleurs 3e au classement général. La toute dernière étape aura lieu le week-end prochain à l'occasion du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée. C'est avec Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Oui, bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce soir dans votre JT. D'abord, un portrait. Nous débuterons avec celui d'André Barthaud, le fondateur de l'Amicale. Le Vendéen a été primé la semaine dernière du prix Charette pour son autobiographie Dans le silence de mon père. Et pour l'occasion, il se replonge avec nous dans son incroyable ascension. On reviendra ensuite sur le départ de la Golden Globe Race. 16 skippers engagés pour ce tour du monde sans escale, sans assistance, mais aussi sans appareil électronique. Grégoire de Châtillon, c'est lui qui sera derrière le sujet. Il va vous faire revivre avec vous l'émotion et les encouragements de la foule. Enfin, on terminera par une découverte. Le GR364 achève sa métamorphose. Ce chemin de grande randonnée, désormais nommé du Poitou à l'océan, propose un sentier de Marillet aux Sables d'Olonne. Une randonnée en plusieurs jours qui est proposée aux volontaires pour l'inauguration du nouveau tracé. Voilà pour les titres. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Alexandre, on marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de 85 chrono avec Steve Berger, l'entraîneur du Pouzauges Vendée Handball. A tout de suite.